C'est un grand plaisir d'être avec vous ce dimanche. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans le 13h. Le vice-président de la République était hier dans la région du Bonkani pour prendre part aux festivités commémorant le 400e anniversaire du royaume de Bouna, un anniversaire célébré autour du 31e roi Ngegliman. Tiemoko Melia-Kone s'y est rendu au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En Côte d'Ivoire, le tableau jadis sombre s'éclaircit de plus en plus. Sur la dernière décennie, le nombre de contaminations a baissé de 60%. Le PNLS accentue cependant la lutte parce que rien qu'en 2023, 10 500 infections ont été enregistrées chez les jeunes. 3 personnes ont été tuées hier dans un raid israélien sur un village du sud du Liban où la trêve entre le Liban et Israël est entrée dans son 5e jour. La multiplication des incidents fragilise le cessez-le-feu déjà précaire et fait craindre un effondrement de la trêve. Ces violations entravent en outre le processus de déploiement de l'armée libanaise. 4 siècles d'existence. Le royaume de Bouna a 400 ans. Le peuplement de cette région du nord-est ivoirien a été fait à partir du XVIIe siècle par les Koulongo et par plusieurs vagues migratoires de Malinké et Lobi. Le système de succession du royaume fait partie des plus solides avec de véritables richesses culturelles. Ce 400e anniversaire célébré donc sous fond de solidarité, de cohésion et d'unité en présence du vice-président Tiemoko Melia-Kone, représentant le chef de l'État. Franck Kouadio et Adama Sangaré, eux, représentaient la RTI sur place. Voici leur compte-rendu. C'est une région riche de ses variétés culturelles, fondée au XVIIe siècle par l'aïeux Bonkani. Elle fête ses 400 ans. Le royaume de Bouna expose ses chatoyants attraits. Le lendemain, samedi 30 novembre, le complexe socio-culturel de la cité fait sa mue. En approche, le roi Ngegliman, précédé du grand tam-tam, le Kebana. L'autre installé, tout est fin prêt pour l'ouverture officielle. Célébration des 4 siècles ou 4 fois les noces d'eau du royaume de Bouna. L'événement a du prix aux yeux du président de la République, Alassane Ouattara, qui dépêche le vice-président en soutien aux populations, une attention relevée par cette dernière. Votre présence, dis-je, nous comble de joie et de bonheur. Joie et bonheur parce que son Excellence, le président Alassane Ouattara, place le royaume de Bouna dans la même communauté de destin que le reste de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Vice-président, votre présence parmi nous témoigne de l'attention particulière son Excellence Alassane Ouattara accorde à nos traditions et à notre patrimoine culturel. Le royaume de Bouna, notons-le, a pour premier autochtone les Koulango qui accueillent par la suite les Malinké, les Lobi et bien d'autres peuples. C'est cette multiculturalité qui est relevée par l'ensemble des cadres à leur tête, Kabaniali. Cet anniversaire nous donne l'opportunité de jeter un regard sur le passé et d'apprécier la profonde évolution socio-économique que le Bonkani a connue ces 14 dernières années. Aussi, nous exprimons à nouveau notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour les engagements pris, qu'il s'agisse de promotion de cadres, de réalisation d'infrastructures sociales ou d'investissement dans le développement économique de la région. Le potentiel de notre région est immense et nous voudrions lui exprimer toute notre confiance. Mais pour magnifier ce cheminement de 4 siècles, le royaume de Bouna n'est pas seul. Le canton Pakolo, le Sanvi, le Djuablin, l'Indénié et même le Ghana voisin, c'est cet exemple de dialogue des peuples qui est salué par Tiemoko Melia-Kone au nom du chef de l'État. Selon lui, c'est un exemple à copier. J'invite en particulier les jeunes et les cadres de Bouna à s'inspirer des valeurs nobles incarnées par le royaume et à s'engager à consolider à l'unité et à la solidarité, fondement essentiel du progrès que doit connaître une région.
C'est dans cet esprit que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a créé depuis 2014 la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. Elle illustre aussi la volonté du chef de l'État de faire de nos valeurs culturelles le socle d'une Côte d'Ivoire prospère où tradition et modernité se conjuguent. Symbole de la royauté, le palais du roi Négébliment, les travaux débutés par son défunt prédécesseur Diakoroni II, a été inauguré par le vice-président Tiemoko Meïlet Kone. On va retourner à Bouna. La fête, c'est pas fini. 400 ans, ça se fête et ça se fête bien. Et justement, pour l'occasion, le royaume de Bouna a convié à cette célébration de nombreux peuples frères. Autre signe de cohésion et de rassemblement. Herman Yamien, reportage. 4 siècles d'histoire et de nombreux défis relevés que les fils et filles de ce royaume ont décidé de célébrer. Les Koulangos sont originaires de l'ancien Soudan français, aujourd'hui appelé Mali. Nous sommes venus précisément d'un village appelé Soni, village actuel qui fait frontière avec le Sénégal. Au départ de cette localité-là, cette communauté-là s'appelait les Loma. Ce que l'on peut, c'est ce qu'il fait, et le reste appartient au bon Dieu. Et par la force des choses, et par la force de l'ancêtre fondateur de ce royaume-là, il va rebaptiser cette communauté-là, ceux qui n'ont pas peur de la mort, ceux qui peuvent aller au front, ceux qui veulent faire la guerre. La communauté Koulango est présente en Côte d'Ivoire depuis le XIe siècle selon les écrits. Quant au royaume, son histoire date du début du XVIIe siècle, précisément en 1620. À ce jour, ce royaume a connu 31 souverains, dont le dernier est Sa Majesté Nigébliment. Vivant en parfaite harmonie avec d'autres communautés dans cette région, le peuple Koulango a tissé de nombreuses alliances avec les autres peuples ivoiriens. Le canton Pakolo se projette. Et dans cette projection, il faut s'appuyer sur des gens qui ont un passé élogieux, un passé assez bien construit. Nous pensons donc que, fort de ces éléments, le royaume de Bouna semble être le mieux indiqué. Aujourd'hui, le royaume de Bouna compte de nombreux cadres dans l'administration ivoirienne. À cette célébration, plusieurs ont effectué le déplacement pour traduire leur attachement à leurs origines. En tant que cadre et fils, je fais partie de la famille Piaware. Donc, à tour de rôle, les enfants de ces trois grandes familles gouvernent le trône. Quand vous êtes dans le Boukani, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre Koulango, Lobi, Djoula, Malinké. Tous, nous sommes même chose, tous nous sommes identiques. Les fils et filles du Boukani ont compris que c'est ensemble qu'ils pourront consolider les acquis et accélérer le développement de la région. Le clou de cette célébration a été l'inauguration du palais royal par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlet Kone. Ce nouveau palais, qui symbolise l'unité du peuple Koulango, fait partie désormais des sites touristiques de la région. La 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'est tenue du 11 au 22 novembre dernier à Bakou en Azerbaïdjan avec pour objectif de fournir une vue d'ensemble des progrès actuels dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et aussi à parvenir à un accord sur de nouvelles ressources financières pour soutenir l'action mondiale pour le climat. La Côte d'Ivoire y a participé avec 197 personnes, dont le vice-président Tiemoko Meïlet Kone. Le magazine de ce dimanche sera consacré au temps fort de cette COP29 et les acquis de la Côte d'Ivoire. En un mot, nous dresserons le bilan de ce rendez-vous d'importance et c'est Dr Éric Michel Assamoah qui va se prêter à l'exercice. Dr Assamoah qui est le directeur de la lutte contre les changements climatiques et de la transition écologique. Il est notre invité du jour. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Si je vous demandais un mot pour résumer cette COP 29, un mot, Je dirais participation réussie. D'accord, ça fait 2 mots, oui. Mais on le comprendra assez mieux. Merci beaucoup. À tout à l'heure, dans une demi-heure. Tout à fait. Et nous allons discuter pendant un quart d'heure. Merci.
Nous sommes le 1er décembre et ce dimanche marque la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, une pandémie qui est en perte de vitesse en Côte d'Ivoire, ce qui est bien heureux. De 2010 à 2023, le nombre de contaminations a baissé de 60% et le nombre de décès de 71%. Des chiffres satisfaisants, mais le programme national de lutte contre le sida en appelle au renforcement de la lutte à travers une sensibilisation plus accrue parce que rien que pour l'année 2023, 10 500 nouvelles infections ont été enregistrées chez les moins de 25 ans. Le point avec Didier Nguessa. En 2023, un total de 10 580 nouvelles infections à cette maladie ont été enregistrées par les services sanitaires, ce qui porte à 421 000 le nombre de cas dans le pays. Et les moins de 25 ans sont les plus impactés. Le programme national en charge de la lutte tire la sonnette d'alarme. Dans la population générale des 15 à 49 ans, on note une prévalence de 1,82%, dont 67% de femmes et 4% d'enfants. Dans près de 40% des cas concernent les enfants, les adolescents et les jeunes de moins de 25 ans. Et nous avons noté également près de 9 500 décès liés au sida. Pourquoi les jeunes contractent le plus l'infection au VIH-Sida? Parce que c'est une catégorie de la population qui ne connaît pas parfaitement les mesures de prévention du sida. Et ça a été démontré par l'enquête EDS. Ensuite, ces jeunes-là sont nés après les années 2000, donc n'ont pas connu l'époque de 90 jusqu'à 2000 où le sida battait son plein, où le sida était la première cause des décès en Côte d'Ivoire. Et il faut noter également le comportement des jeunes qui font des tontines sexuelles, qui ont des comportements à risque. La survenue ces dernières années d'autres maladies infectieuses a freiné la mobilisation des financements pour la lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, la situation est meilleure, les financements sont toujours disponibles, mais nous devons nous préparer également à nous prendre en charge nous-mêmes, à ne pas toujours compter sur nos bailleurs. Au Fonds national de lutte contre le sida, on redouble d'ardeur pour collecter les fonds. En 2021, nous sommes partis de 1,5 milliard de mobilisés et en 2022, nous sommes passés à 2 milliards et en 2023, nous sommes passés à 2,6 milliards de mobilisés pour dire que le Fonds national de lutte contre le sida fait un effort de mobilisation. En dehors des subventions de l'État, le Fonds national de lutte contre le sida a mis en place un thème de solidarité à l'endroit de tout Ivoirien désireux d'apporter un appui à la lutte contre le sida. De 2010 à 2023, la Côte d'Ivoire a fait chuter de 71% le nombre de décès et de 60% le nombre de nouvelles infections. Suivons le chemin des droits. C'est le slogan de cette édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, une journée consacrée à la sensibilisation sur la pandémie. Comment se porte la lutte au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région de Gbeke? Quelles avancées thérapeutiques et pour quelle disponibilité des antirétroviraux? Voilà des questions qui trouvent réponse dans ce reportage signé Laure Goretti et Coronasso. Viviane est âgée de 60 ans, commerçante et mère de 4 enfants. En 2009, après une longue maladie, elle découvre son statut sérologique. Elle est porteuse du VIH. J'étais malade, paralysée. On m'a envoyé sur Boaké, aux grandes anémies. On m'a examiné, ils ont trouvé que je suis séropositive. J'ai été choquée. La situation est difficile au départ, mais elle finit par accepter le résultat et la prise en charge médicale. On m'a prescrit des médicaments. À ce moment, on prenait les médicaments 7, 8. On m'a encouragé de prendre les médicaments. J'ai suivi le conseil. Aujourd'hui, avec le soutien des siens et des antirétroviraux, Viviane vague à ses occupations sans signe apparent ni maladie opportuniste. Aujourd'hui, je vois que cette maladie, ça tue, mais si tu fais bien tes traitements, tu survis. Le VIH est une infection qui attaque le système immunitaire de l'organisme. Le diagnostic est posé par un examen sanguin. Le dépistage se fait à tous les postes de consultation. C'est-à-dire que si vous partez en consultation curative, c'est-à-dire que vous arrivez, vous trouvez l'infirmier, vous pouvez demander de vous-même ou le prestataire, c'est-à-dire que l'infirmier, le médecin, l'agent communautaire peut demander à vous dépister. En 2020, selon les statistiques du ministère de la Santé, 9 400 personnes sont décédées du VIH. Pour lutter contre cette maladie,
l'État s'est engagé dans la sensibilisation, la prise en charge médicale et l'accompagnement des personnes séropositives. Si nous nous basons sur les données de la région qui sont à notre disposition, nous sommes à environ 1,59. Donc on peut dire qu'au niveau de la lutte, vraiment beaucoup de choses ont été faites durant cette période de 2018 jusqu'à maintenant. Des associations et des organisations non gouvernementales s'y mettent aussi. L'ONG a été créée pour un objectif de suivi des personnes vivant avec le VIH, faire le suivi des enfants infectés par le VIH aussi dans la communauté. Dans la région de Bouaké, environ 18 000 personnes sont déclarées séropositives avec un taux de prévalence de 2% selon le point focal VIH. De plus, les antirétroviraux ARV sont gratuits et accessibles. Des progrès significatifs sont réalisés dans la prise en charge des personnes infectées. Voilà pour le chapitre Journée mondiale de lutte contre le sida, célébré donc ce dimanche 1er décembre. Et ce qui est aussi à retenir, c'est qu'il faut se faire dépister. Ça, c'est en ce qui concerne le VIH-sida. Mais si vous avez un besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, si votre jet d'urine est faible et que vous avez la sensation de ne pas avoir vidé complètement votre vessie, si vous avez des fuites urinaires, de la présence de sang dans vos urines ou des douleurs au moment de l'éjaculation, alors messieurs, c'est peut-être le cancer de la prostate qui pointe son nez. Allez voir un médecin également. C'est le message que la Société ivoirienne de télédiffusion a lancé récemment à son personnel. Près d'1 500 000 cas de cancer de la prostate sont enregistrés dans le monde, selon l'OMS, dont 4 041 en Côte d'Ivoire. Face à cette situation alarmante, la Société ivoirienne de télédiffusion IDT initie une campagne de sensibilisation à l'intention de son personnel. Cette conférence, organisée dans ce cadre, a pour objectif principal d'informer les agents sur les facteurs de risque liés à cette pathologie. Quand on sait comment réduire les risques de les voir se développer, on est déjà à moitié guéri. C'est ça tout le défi de leur présence en ce jour. Lorsqu'on prend les chiffres, en 2020, on avait 16 000 cas de cancer et en 2022, on a eu 21 000 cas de nouveaux cancers. Il faut mener toujours des activités de sensibilisation pour que les gens puissent venir consulter plus tôt, et pour que les hommes aussi puissent adonner au dépistage. Pour les organisateurs, un personnel en bonne santé constitue une garantie de productivité. Monsieur le directeur général veut donc contribuer de façon significative à tout ce qui peut favoriser la santé de ces soldats, de ces collaborateurs, pour donner le meilleur d'eux-mêmes et ainsi servir l'État. En Côte d'Ivoire, le cancer de la prostate reste un véritable problème de santé publique. Consciente de cet enjeu, la société IDT met un point d'honneur à veiller sur la santé de ses agents afin d'assurer un meilleur rendement et d'améliorer les conditions de travail. Un reportage signé Ouredou Kwadio, Sidonie Davila et Audrey Témon-Aumont. Didier Nguessan, lui, va à présent nous faire lecture d'un communiqué. Un communiqué émanant de l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, qui indique que pour manquement aux règles professionnelles, elle suspend le quotidien Le Nouveau Réveil. Didier Nguessan. Le collège des membres de l'Autorité nationale de la presse, ANP, réuni en sa session extraordinaire le lundi 25 novembre 2024, a décidé de suspendre le quotidien Le Nouveau Réveil, édité par les éditions Le Réveil, pour 3 parutions à compter du lundi 2 décembre 2024. Cette décision fait suite à la publication d'un article intitulé « Nous sommes 5, à qui est donc tout ce vin ?» paru dans son édition du 20 novembre 2024, précisément dans la rubrique « Evlan », une chronique signée par Eddy P. L'article contient de nombreux manquements à la loi sur la presse, à l'éthique et au code de déontologie, dont notamment l'incitation des populations à la haine, à la détestation et à la violence, un procès d'intention, des accusations sans preuve, de la manipulation de l'information et de la calomnie. Ces manquements sont réprouvés par les dispositions des articles 31 de la loi sur la presse qui dispose que le journaliste professionnel jouit d'une liberté dans la collecte, le traitement, la publication et la diffusion de l'information sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment
le respect du droit à la présomption d'innocence, à l'image, à la vie privée, ainsi qu'à l'honneur et à la réputation, ainsi que les dispositions des articles 2, 14, 17 et 19 du Code de déontologie qui exigent respectivement aux journalistes de ne publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. S'abstenir de toute atteinte à l'éthique sociale se fait un devoir de ne jamais participer dans l'exercice du métier à une entreprise de manipulation de l'information et de désinformation. S'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement et se fait un devoir de ne jamais participer dans l'exercice du métier à une entreprise de manipulation de l'information et de désinformation. Invités à s'expliquer sur les conditions de publication de cet article, les responsables de la rédaction ont présenté des excuses au Conseil tout en s'engageant à respecter les règles d'éthique et de déontologie à l'avenir. Cependant, le Conseil, à l'approche des échéances électorales, a tenu à réaffirmer son attachement aux règles et valeurs régissant la profession de journaliste et rappeler qu'il ne tolérera aucune publication contrevenante. Les éditions Le Réveil disposent des délais de droit commun pour contester cette décision devant la juridiction administrative compétente. Évaluation d'impact des programmes et politiques publiques pour une prise de décision optimale. Voilà le thème de la conférence organisée récemment par le ministère d'État, ministère de la fonction publique. Une conférence dont l'objectif est de partager avec l'opinion les outils nécessaires pour assurer la mission d'évaluation dans le respect du cadre légal. Grace Kando. Évaluation d'impact des programmes et politiques publiques pour une prise de décision optimale. Ce thème a fait l'objet d'une conférence de presse animée par Hugues Quadio, directeur général de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Il y a divers niveaux d'évaluation, notamment l'évaluation du processus qui est différent de l'évaluation d'impact qui permet de pouvoir attribuer l'effet d'un changement donc au programme qui est conduit. L'État de Côte d'Ivoire, en mettant en œuvre cette politique d'évaluation, a défini aussi un certificat de sorte que les agents de l'État puissent donc être outillés dans tout ce qui est donc évaluation des politiques et programmes. Le président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, a bien voulu que les parlementaires que nous sommes, nous puissions avoir une commission qui est l'évaluation des politiques publiques, à l'effet d'évaluer toutes les politiques publiques que le gouvernement met en place. Cette initiative du Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, structure sous tutelle du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, vise à aider les décideurs dans le choix et l'adoption de politiques et programmes pertinents. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, a voulu que les sachants partagent à l'ensemble de l'administration ces outils-là pour permettre d'avoir des résultats à moindre coût avec la bonne décision et pour évaluer nos projets et politiques en Côte d'Ivoire. Les échanges ont permis aux participants d'apprécier les développements récents de l'évaluation d'impact et de renforcer leurs capacités en termes de connaissance des méthodes pratiques. Le BIPIA, c'est le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. L'instance initie une formation des capacités des cadres ivoiriens, un renforcement donc des capacités des cadres ivoiriens. C'est la formation à la carte, une session au cours de laquelle des rudiments pédagogiques seront donnés aux auditeurs en matière de coopération sous-régionale. Souleymane Donisongou était à la conférence inaugurale. Partant du constat de la sous-représentation des cadres ivoiriens dans les instances sous-régionales d'intégration, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, BIPIA, veut mettre l'accent sur le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique et privée. On a le droit d'établissement, le droit de résidence qui sont effectifs chez nous, mais ce n'est pas toujours le cas. Au niveau donc des marchandises, il y a parfois également des défis avec quelques entraves. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons invité les directeurs des ressources humaines des différents ministères pour donc s'enquérir de ce que nous faisons, mais surtout former le citoyen communautaire et les citoyens ivoiriens
à développer donc des compétences avérées sur les défis et enjeux donc de l'intégration africaine. La conférence inaugurale marquant le lancement officiel de la première session de la formation à la carte est prononcée par les directeurs des politiques communautaires du commerce, de libre circulation et de la coopération transfrontalière, Olivier Djekwame. Le conférencier a mis en lumière les efforts inlassables fournis par le ministère de tutelle pour une forte représentation des cadres ivoiriens au sein des organisations sous-régionales et a exhorté les auditeurs à s'approprier les éléments didactiques de cette activité. Se divertir tout en apprenant, c'est la trouvaille du lycée classique d'Abidjan qui a désormais en son sein un club de jeux traditionnels. Selon le ministère du Tourisme, la valorisation et la promotion de ces jeux mettent en lumière les valeurs ancestrales qu'ils incarnent afin de contribuer à la resocialisation de la jeune génération. Patricia Omouetia nous en dit plus. Depuis le début du projet en 2021, 15 clubs ont vu le jour dans divers établissements d'Abidjan avec 10 nouveaux prévus pour cette année. Le ministère du Tourisme et des Loisirs ambitionne d'étendre cette initiative à l'échelle nationale en transformant ces espaces en véritables laboratoires d'apprentissage par le jeu. Selon la directrice générale des loisirs, ces clubs de jeux traditionnels sont bien plus que de simples espaces de divertissement. Ils constituent des outils pédagogiques pour renforcer la coopération, le respect des règles et l'identité culturelle. C'est une victoire pour notre patrimoine culturel et une promesse pour les générations futures. Par cette action, nous démontrons qu'il est possible de transformer nos valeurs et nos traditions tout en offrant à nos jeunes des opportunités de développement personnel et collectif. Ces clubs offrent une alternative enracinée dans l'histoire et les traditions des différentes régions du pays. Selon Dr Conan, ces activités ludiques endogènes favorisent également la résilience des élèves face aux défis socio-éducatifs. Force est de constater l'abandon de ces jeux au profit des jeux à l'ordinateur et autres jeux électroniques, ce qui constitue une menace pour les nouvelles générations en quête d'identité culturelle. Les jeux traditionnels, au-delà de leur nature ludique, importent car ils apportent d'excellentes possibilités d'apprentissage. Les jeux traditionnels ont une importance socio-culturelle majeure. Ils racontent l'histoire des communautés africaines. Leur promotion est essentielle pour raviver le lien entre les jeunes générations et leur héritage culturel. Un reportage de Patricia Omouetia et Ibrahim Sissé. Rita Legré, elle est une chorégraphe. Elle est aussi percussionniste, très talentueuse. Elle s'est engagée dans la sensibilisation à la paix à travers ses prestations très appréciées. Accompagnée d'Onel Mala, autre artiste de renom, notre chorégraphe vient d'offrir du bonheur aux populations de Djorogobité à Cocody-Angré. Olivier Kra, Walter Amadou Ouattara. Chorégraphie et percussion constituent l'essentiel des prestations que l'artiste chanteuse Djeka exploite pour égayer son public. Pendant une demi-heure d'animation, la compositrice tente d'apporter sa touche pour valoriser la culture ivoirienne. Djeka Legré interpelle le monde à céder la place à la paix à travers ses réalisations artistiques. Djeka s'inspire toujours des musiques traditionnelles et des chants traditionnels pour aujourd'hui transformer ces musiques-là aux musiques que nous avons aujourd'hui. Le message, c'est beaucoup d'amour, parce que quand on a beaucoup d'amour, on n'a pas le temps de faire la guerre. Le talent exprimé par la musicienne séduit les participants. Pour eux, il faut encourager les artistes locaux qui font la promotion de la culture africaine. Je suis là pour soutenir un talent. La culture, ça représente beaucoup dans la société et je pense qu'il y a beaucoup de talents ivoiriens à soutenir, d'où le nom de Rita Djelika. L'artiste Rita Djeka Legré, dite la Rainette, est chanteuse d'origine ivoirienne. À travers ses compositions, elle propose un voyage aux spectateurs en chant et en musique, apprécié par les Peuls et les Bambara.
On va y aller maintenant au Liban. Je vous le disais en titre, 3 personnes ont été tuées sur place samedi dans un raid israélien sur un village du sud du Liban où la trêve fragile entre le Liban et Israël est entrée dans son 5e jour. L'armée israélienne a interdit aux habitants d'une 60aine de localités de retourner chez eux et n'hésite pas à ouvrir le feu en direction des contrevenants. La multiplication des incidents fragilise un cessez-le-feu déjà précaire et fait craindre un effondrement de la trêve. Ces violations entraînent en outre le processus de déploiement de l'armée libanaise qui doit s'achever dans un délai de 60 jours. Le Liban a exhorté les autorités françaises à nommer leurs représentants au sein du comité de surveillance afin que cette structure puisse commencer sa mission dans l'espoir de faire baisser la tension. Place au magazine du dimanche, votre rendez-vous préféré tous les dimanches ici sur RTI. Un autre invité est installé, c'est Dr Éric Michel Asamoah. Merci encore, docteur, d'avoir accepté de venir nous voir. On va planter le décor avec Grace Kando, notre spécialiste des questions d'environnement et climat. Les pays africains bénéficiaires du nouveau mécanisme de financement climat ont été informés sur les opportunités de ce mécanisme innovant mis en place par la Banque africaine de développement en 2023. Plusieurs ministres africains ont profité de cette opportunité pour faire des plaidoyers au profit de leurs pays respectifs. Le guichet d'action climatique représente une opportunité cruciale. En tant que plus grande réserve des projets d'adaptation d'Afrique, il doit être un instrument de transformation pour nos communautés vulnérables. Le ministre Jacques Assaoré Conan, quant à lui, souligne la nécessité d'accroître le financement pour les projets d'adaptation. La Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays bénéficiaires de ce guichet, avec un financement d'un peu plus de 7 milliards de dollars. Ces fonds, nous allons les destiner au financement de la résilience de nos populations. Nous, les Africains, nous appelons au financement de nos activités. La recherche de financement à bas coût pour les projets de lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire reste un objectif primordial pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Conan. Merci à vous, Alexis Ouedraogo. Alors, docteur Asamoah, dites-nous déjà ce que c'est que la COP. Parce qu'on parle de COP 29, mais on parle aussi de COP 15, de COP 15, de COP 16. Tout à fait. Allez-y. Oui, merci, Monsieur Diaby. Ce qu'il faut savoir, c'est que COP, c'est un acronyme anglais qui signifie Conference of the Parties. C'est la conférence qui réunit les pays qui font partie d'une convention. Et à Rio, en 1992, 3 conventions majeures pour la protection de l'environnement ont été adoptées. Convention sur la biodiversité, sur le climat et sur la désertification. Et le nombre qui est juste à côté de COP définit le nombre de réunions, de conférences qui se sont tenues relativement à ces différentes thématiques. En 2024, pour revenir à cela, en 2024, il y a eu déjà la COP 16 sur la biodiversité qui s'est tenue à Cali, en Colombie, c'était en octobre. Il y a la COP 29 sur les changements climatiques qui vient de se terminer à Bakou, en Azerbaïdjan. Et dès demain, commence la COP 16 sur la désertification qui va se tenir à Riyad, en Arabie Saoudite. Il faut dire qu'il y a des COP qui se font tous les ans et il y en a d'autres tous les 2 ans. Tout à fait. C'est pour ça que depuis 1992, il y a cette différence. Et effectivement, changement climatique, c'est chaque année, tandis que biodiversité et désertification, c'est chaque 2 ans. Voilà pourquoi il y a la différence entre les nombres. C'est cela. Rappelez-nous un peu, docteur Asamoah, les causes un peu du changement climatique. Le changement climatique, pour faire simple, c'est véritablement les émissions de gaz à effet de serre, mais qui proviennent de nos différentes activités que nous menons, notamment à travers tout ce qui est combustion de combustibles fossiles, à travers les industries que nous avons, les différentes usines. Il y a le transport aussi, il y a l'agriculture et il y a le processus de déforestation qui permet aussi de rejeter des gaz à effet de serre et il y a la décomposition des déchets. Donc voici en gros les différents éléments qui contribuent à ces émissions de gaz à effet de serre. Et à vous entendre, tous ces éléments-là, l'Afrique en termes de contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique, c'est quoi? Ça dépasse même pas les 4-5%, non? Oui, c'est environ 5% des émissions de tout le monde entier. C'est pas beaucoup. Mais ce que l'Afrique subit surtout, ce sont les effets néfastes des changements climatiques. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, les différents messages qui sont prônés par nos dirigeants
tourne autour de la question d'adaptation, qui a la capacité de pouvoir réagir face aux effets néfastes des changements climatiques. On a remarqué que les pays les plus industrialisés ont boudé un peu le rendez-vous de Bakou. Ils se sont pas rendus sur place. Je pense aux États-Unis, à la Chine, la Russie. C'est quoi l'impact de ce boycott de ces grands pays-là? Ce qu'on pourrait dire à première vue, c'est que l'impact du boycott, ça a été le nombre de participants. Cette année, on a eu près de 66 000 participants à cette COP, contrairement à l'année dernière à Dubaï, lors de la COP 28, où on était à plus de 90 000. Est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que ce boycott a gêné un peu les négociations, les décisions qui ont été prises? Je dirais non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu des COP, notamment la COP 25 à Madrid, la COP 27 à Sharm el-Sheikh, où les discussions ont été vraiment difficiles. On est même allé au-delà de la date limite de fin d'une COP, comme ça a été le cas à Bakou en Azerbaïdjan. C'est pour dire que c'est le jeu classique, c'est le jeu classique des négociations où chacun essaie, bien entendu, de prôner, on va dire, ses intérêts. L'accord de Paris, ça a été adopté en 2015. Un an plus tard, les États-Unis avaient décidé de se retirer de cet accord avec Donald Trump, mais au final, ils n'ont pas pu se retirer. Mais avec la réélection du président américain, Donald Trump, est-ce que les États-Unis, s'ils sortent, quel pourrait être l'impact justement de leur retrait de cet accord-là? Oui, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la Convention n'a pas encore reçu de notification officielle du retrait. Parce que le président élu l'a quand même évoqué. Et bien entendu, il l'a évoqué, mais l'impact que cela aurait, c'est véritablement en termes de financement. Vous savez, lors de cette COP29, on a pu obtenir 300 milliards de dollars chaque année. Et les principaux contributeurs à ce financement, il y a les États-Unis qui font partie. Bien entendu. Mais ce qui s'est passé, la première fois que les États-Unis ont voulu sortir, bien entendu, de cet accord de Paris, il y a eu un effet contraire qui s'est mis en place, notamment à travers les pays développés de l'Europe qui ont décidé d'augmenter leur contribution financière. Donc je pense qu'on risque de se retrouver dans le même schéma si d'aventure les États-Unis voudraient bien se retirer de cet accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Lorsque le président à l'époque avait souhaité sortir et ils n'ont pas pu, ça n'a pas pu être fait. C'est par rapport au timing? C'est selon les dispositions de l'accord de Paris. D'accord. Une fois que l'accord de Paris est adopté, il y a 3 ans de carence pour lesquels aucun pays ne peut se retirer. Et passé ces 3 ans, on a 1 an pour pouvoir notifier, bien entendu, son désir de sortie. Et après, c'est 1 an qu'on peut acter la décision. Donc, au total, ça fait 4 ans. Et ça correspondait au mandat, finalement, de Donald Trump à l'époque. C'est pour cela que, finalement, il y a eu très peu d'impact. Alors, on revient à notre COP29. C'était quoi les enjeux à Bakou? Je dirais le principal enjeu qui a cristallisé les discussions, c'était la question de financement. C'était ça, véritablement. Le financement, mais aussi le marché carbone. Oui, tout à fait, le marché carbone. Et il y a eu des acquis majeurs qui ont été obtenus sur ces 2 éléments, notamment pour la question de financement, ça a été les 300 milliards de dollars qui ont été obtenus. Alors que vous en attendiez un peu plus, vous vouliez 500 au moins. Au moins 500 milliards de dollars par an, jusqu'à 1300 milliards de dollars par an. Mais ça n'a pas été le cas, mais on a eu quand même 300 milliards, ce n'est pas rien. Et il faudrait pouvoir composer avec ces 300 milliards de dollars. Mais le gap de 200 milliards, si on ne l'a pas, qu'est-ce qui risque de se passer? Ou alors, tout va bien? Je pense que ce montant va être évalué après 5 ans. Mais le plus important, au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir capter ces fonds. Parce que ces fonds sont captés sur la base de projets. Donc, au jour d'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire ne soumet aucun projet, on aura 0 franc de ces 300 milliards de dollars. Bien entendu, la Côte d'Ivoire s'y est préparée. S'y est bien préparée parce qu'on a élaboré, je dirais, le ministère en charge de l'environnement a élaboré un portefeuille de projets national. Il y en a 315, dont 53 sont prêts à être financés. Donc, c'est pour cela que ces 53 projets vont faire l'objet de soumission auprès de ce financement-là pour pouvoir acquérir. Et je tiens à préciser que ces 53 projets-là ont une valeur de près de 14 milliards de dollars. Et vous l'avez dit, c'est 300 milliards que vous venez d'obtenir, que les pays du Sud ont obtenu. Ce n'est pas que ça vous sera redistribué comme ça. Ce sera sur la base de projets viables, vraiment. Et la Côte d'Ivoire est sur la bonne lancée. Justement, Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre participation à cette COP-là?
Ce qu'il faut retenir, il y a un certain nombre d'éléments, bien entendu, notamment la forte délégation, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos. Près de 200 personnes. Près de 200 personnes, représentant l'ensemble de l'écosystème lié au changement climatique. Avec à sa tête son Excellence le vice-président de la République, avec à ses côtés le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, mais aussi le ministre des Eaux et Forêts. Et nos autorités ont bien porté le message de la Côte d'Ivoire lors des différents événements de haut niveau qui se sont déroulés. Le deuxième point qu'on peut retenir, c'est 34 événements majeurs qui ont été organisés sur le pavillon de la Côte d'Ivoire, pavillon de 150 mètres carrés, contre l'année dernière, à la COP28, on avait 100 mètres carrés, mais cela découle de la vision de son Excellence le Président de la République, qui a voulu que la Côte d'Ivoire soit véritablement visible lors de tels événements mondiaux. Et en termes d'acquis, c'est ce que j'ai évoqué tantôt, en termes de négociations, les 300 milliards de dollars qu'on a pu avoir, l'opérationnalisation du marché carbone, et la Côte d'Ivoire est prête. Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a fait une déclaration pour dire que la Côte d'Ivoire est prête à aller sur le marché carbone. Mais au-delà de ça, on a eu aussi à renforcer la coopération avec nos différents partenaires au développement, BOAD, PNUD, GGGI, mais aussi certains pays, notamment Taïwan, il y a eu aussi la Suède, mais également des acteurs du secteur privé qui ont véritablement décidé de nous accompagner dans ce combat de la lutte contre les changements climatiques. Et enfin, je pourrais dire tout simplement que la Côte d'Ivoire aussi a adhéré à un certain nombre d'initiatives d'envergure pour pouvoir mieux adresser cette problématique climatique, notamment sur le méthane, qui est l'un des principaux gaz à effet de serre, mais aussi dans le secteur de la santé. Et enfin, la Côte d'Ivoire a adhéré à un programme régional qui est adopté par le Fonds vert pour le climat, qui doit nous permettre d'installer un certain nombre d'usines avec relativement à la biomasse énergie. D'accord. Il y a une question que je ne dois pas ne pas vous poser. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont, ces grands pays-là, à ne pas vouloir mettre l'argent sur la table, alors que c'est pour le bien de toute la planète. En plus, c'est eux les pollueurs. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a constaté. Mais je pense que cela s'explique par plusieurs raisons. Déjà, ce sont des contributions volontaires de ces pays-là. Mais il faut noter que ces pays eux-mêmes, en interne, font face à une crise souvent économique. Il y a la crise économique, il y a des pressions internes, même politiques, qui font que la question climatique peut être reléguée au second plan, contrairement à tout ce qui est, par exemple, santé, infrastructure, éducation. Le deuxième point qu'on peut évoquer, c'est les crises mondiales qu'on observe ici et là. Crise économique, mais crise aussi géopolitique, qui font que la question climatique aussi peut être reléguée au second plan. Et enfin, il y a l'évaluation même du coût de l'action climatique. Nous, on a évalué à minima à 500 milliards de dollars, mais les pays développés pensent que c'est en deçà, c'est surévalué par les pays. C'est pour cela que finalement, on se retrouve à négocier, sachant que la première intention des pays développés, c'était 250 milliards de dollars qu'ils avaient proposé. C'est pour ça que la COP est allée au-delà de sa date limite, mais finalement, on a pu obtenir les 300 milliards. Mais il s'agit maintenant de proposer des projets pour qu'on puisse avoir le maximum. C'est quoi les prochaines étapes, docteur ? Les prochaines étapes, c'est véritablement communiquer sur ce bilan à l'attention du gouvernement à travers une communication au Conseil des ministres dès la semaine prochaine. Et autour du 15 décembre, on doit élaborer le rapport général de notre participation à cette COP, qui est assorti, bien entendu, d'une feuille de route qui doit nous préparer à notre participation à la COP30 qui va se tenir à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre. Mais au-delà de ça, la Côte d'Ivoire, comme l'ensemble des pays, doit élaborer ces nouvelles ambitions climatiques contenues dans ce document qu'on appelle CDN en abrégé, qui signifie contribution déterminée au niveau national. Mais au-delà de ça, il y aura des rencontres périodiques avec l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir valider les différents acquis qu'on a obtenus lors de cette COP-là, mais aussi former nos différents experts à mieux porter la voix de la Côte d'Ivoire à travers ce processus de négociation. Merci. Merci. Docteur Éric Michel Asamoah, directeur de la lutte contre les changements climatiques et de la transition écologique. Je rappelle que vous êtes venu nous dresser un petit peu le bilan de la COP29 qui a eu lieu récemment à Bakou, en Azerbaïdjan. Merci encore et bon retour chez vous. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine, ici même sur la chaîne Kéras.